Et bien on attaque tout de suite ta chronique, allez, c'est parti. C'est mon pognon, c'est rien, chérie. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Et on se pose la question, c'est même pas une question, c'est une affirmation. La Pro D2, ce championnat passionnant. On va passer quelques minutes autour de ce superbe championnat qu'est la Pro D2. Hashtag Pro D2 mon amour, comme on dit souvent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube aussi, puisque la chronique est mise sur YouTube, bien évidemment, avec Philippe Spanghero, notre consultant, patron de Team One. Et on parle donc rugby business, on parle aussi rugby tout court, parce que c'est aussi ça l'idée de cette chronique. Et la Pro D2 est passionnante. Pourquoi ? Parce que il y a un positionnement unique au monde. C'est la seule véritable deuxième division professionnelle, Philippe. C'est la seule. Il restait le championnat anglais qui avait un championnat de deuxième division qui ressemblait à quelque chose d'un point de vue sportif. Et puis les Anglais qui ont fait un choix un peu différent ces derniers mois, poussés par l'actualité Covid et les urgences financières, donc de resserrer et de fermer cette première ligue qui va nécessairement appauvrir le championnat de deuxième division. Donc la France reste le seul championnat au monde avec une Pro D2 aussi forte. Alors ça s'explique par plusieurs faits. Le premier, c'est que on a une ligue qui a fait le choix de soutenir de façon très très importante cette Pro D2. Ça se voit sur quoi, par exemple ? Ça se voit très concrètement par la répartition des droits, puisque on voit que clairement, et tu le sais très bien, pour travailler chez le diffuseur officiel du rugby français, aujourd'hui, quand on voit une répartition des droits à 60-40, 60% pour le top 14 et 40% pour la Pro D2, c'est beaucoup plus que le poids réel économique de cette Pro D2 pour le diffuseur, mais c'est une volonté de la Ligue d'avoir un soutien très fort économique de cette Pro D2. C'est à peu près les mêmes clés de répartition pour ce qui concerne les sponsors privés, où là aussi c'est clairement le top 14 qui tire d'un point de vue marketing les droits. Donc ça s'explique par ça, d'abord, par le soutien de la Ligue en termes de reversion, et ça s'explique aussi par l'arrivée massive ces dernières années de capitaines d'industrie, comme on a pu le voir arriver il y a une quinzaine d'années dans le championnat de première division, et qui aujourd'hui arrive en deuxième division avec des groupes très costauds ou des capitaines d'industrie très solides financièrement, qui rachètent les clubs et qui génèrent une économie très forte. Aujourd'hui, l'économie de Pro D2 en France, c'est un peu plus de 115 millions d'euros de budget, de chiffre d'affaires, de budget des clubs cumulés. Le budget moyen avoisine les 7 millions d'euros. Pour donner un ordre de comparaison, le budget de l'équipe des Sharks, qui est une des meilleures équipes du monde avec laquelle je travaille, c'est 8,5 millions d'euros. Donc, vous voyez, aujourd'hui, l'équipe des Sharks, avec un squad de 45 à 50 joueurs professionnels sous contrat, a 1,5 million d'euros de budget de plus que le budget moyen d'un club de Pro D2 en France, pour vous donner une échelle de mesure. Et puis, pour finir, c'est un championnat très important, particulièrement ces dernières années, parce que il permet de pallier à un championnat espoir beaucoup trop faible et de donner du temps de jeu et de permettre à des joueurs qui ont du potentiel dans les grands clubs français de s'aguerrir quelques années en Pro D2 pour ensuite percer en top 14. Et on a quelques exemples marquants en équipe de France ces dernières années. Oui, avant d'être sur le sportif, est-ce que c'est une économie plus saine que le top 14, par exemple ? Elle est forcément un peu plus saine, puisque à l'échelle, par exemple, du top 14, il y a des revenus récurrents qui sont assurés encore une fois par la Ligue, comme je le disais tout à l'heure. Quand on parle d'un budget moyen d'un club de Pro D2 à 7 millions d'euros, vous avez en moyenne 2 millions d'euros qui arrivent des droits télé. Vous avez d'autres reversions de la Ligue qui proviennent des droits marketing. Et donc, finalement, après, votre économie réelle à générer, il reste à peu près 65% à générer à travers la billetterie, à travers le sponsoring. Et aujourd'hui, la plupart des territoires qui abritent des équipes de Pro D2 ont le potentiel d'aller chercher ces budgets-là en sponsoring et en billetterie.
Ah, voilà. Et côté sportif, est-ce qu'on peut parler d'une compétitivité en hausse grâce notamment à des jeunes talents, comme tu le disais, qui sont allés jusqu'à l'équipe de France? On pense à Anthony Boutier, mais à d'autres évidemment, Vincent Rattez, Thomas Ramos, tout à fait. Vincent Rattez qui était allé se faire la main en Pro D2, tout à fait. Et les armes en Pro D2 à Colomiers. Et est-ce que tu penses que du coup, y a une compétitivité sportive qui est en hausse grâce à cette jeunesse qui est un peu plus présente en Pro D2 qu'en Top 14? Oui, je pense que Julien pourra rebondir là-dessus aussi, mais bien sûr que la règle des GIF, elle est prégnante aussi en Pro D2 et elle a permis à des jeunes joueurs français d'avoir un peu plus de temps de jeu. Je le disais, on a un vrai problème dans le rugby français qui est cette catégorie espoir qui permet pas à des joueurs qui émergent en centre de formation dans les grands clubs de tutoyer le très haut niveau. Donc la Pro D2 est un bon palier. C'est pour ça qu'on voit des rapprochements de plus en plus forts entre les gros acteurs de Top 14 et des clubs de Pro D2. Et clairement, elle a gagné en compétitivité. Aujourd'hui, on voit que dans ce championnat de Pro D2, il y a 5 ou 6 clubs qui étaient des clubs importants de Top 14 ou de Top 16 dans les 10 dernières années. Donc, il y a des places très fortes et des clubs majeurs du rugby français dans cette Pro D2 qui tirent bien sûr cette division par le haut. Il y a des champions de France des 15 dernières années, quand on voit Perpignan, quand on voit Biarritz. Donc, et puis, il y a aussi, il faut saluer le travail de territoires qui sont des territoires qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans notre environnement, comme Vannes, on en parle souvent, le remarquable travail que fait Vannes, qui joue régulièrement les premiers rôles de cette Pro D2, et puis des places très fortes historiques du rugby, comme Aurillac, comme Carcassonne, comme Montauban. Donc ça a fait un championnat très homogène, très disputé, et qui permet aux jeunes joueurs français de s'aguerrir très vite. Question de Juju du 34, notre auditeur de l'Hérault. Bonsoir Juju. Bonsoir Philippe. Non, c'est pas forcément une question, mais c'est pour rebondir surtout sur le sportif et que le vivier Pro D2 est très, très important et intéressant. C'est vrai que nos joueurs ou jeunes joueurs qui montent avec les effectifs pro sont souvent peu de temps de jeu, alors qu'ils ont un âge qui commence à être important pour enquiller avec l'équipe 1, sauf qu'il y a des étrangers, des internationaux, et ils sont un peu barrés. Et le fait de faire leur gamme et surtout l'école de la Pro D2, pour moi, c'est très intéressant pour eux. Et avoir du temps de jeu, parce qu'il n'y a rien de mieux que des matchs. Et c'est ça que ce vivier, je pense, on en a discuté déjà sur des émissions précédentes, de ne pas fermer un top 14 sans montée, sans descente, parce que c'est un vivier important pour le futur et surtout pour le rugby français, pour ces jeunes. Et notamment, comme disait Philippe, c'est vrai qu'Anthony Boutier, Ramos, etc., et on en oublie plein d'autres, qui ont accédé et ont franchi un cap grâce au match de Pro D2, qui se sont aguerris et qui ont franchi des caps comme ça. Donc honnêtement, moi je suis pour, et surtout il y a des talents et économiquement, pour rentrer vite fait là-dedans, la Pro D2 prend plus et de plus en plus de place Bien sûr. à la télé et donc, c'est tant mieux d'ailleurs. C'est tant mieux. L'arrivée de la vidéo a fait beaucoup de bien aussi. Et parfois, on voit des matchs de top 14 qui sont franchement, à la mi-temps, tu as envie de changer. Et alors que la Pro D2, parfois, tu te régales parce que c'est des jeunes qui jouent, qui essayent d'exploser, qui essayent de tenter des choses, et c'est encore plus attrayant. Donc, oui, la Pro D2, pour moi, elle peut être un championnat vraiment, pour l'instant, bénéfique. Ouais, pour rebondir, elle a changé de dimension en termes de production ces dernières années. Pour schématiser, il y a quelques années, il fallait avoir des packs très costauds et un numéro 10 avec des bonnes stats au pied. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il y a un petit bémol cependant à suivre de près dans les prochaines années. C'est cet écart de vision entre les très gros clubs de top 14 qui tirent l'économie du rugby français vers le haut et la Pro D2, parce que on a cette culture particulièrement dans le rugby français de jouer collectif. Mais c'est vrai qu'en off, j'ai pu entendre parfois grincer des dents certains gros présidents qui disaient que le partage des richesses n'était pas très juste, puisque c'était eux qui généraient cette économie-là et qu'ils n'en retiraient pas les fruits directement. Donc il faudra dans les prochaines années être vigilant au maintien de ces équilibres, qui n'est pas forcément facile à justifier malgré la dimension philosophique.
Et bien voilà, c'est très complet. La Pro D2, un championnat passionnant. Merci beaucoup, Filius Panguero. On va retourner du côté du stade Pierre Fabre dans quelques instants pour la seconde période entre Castres et Lyon. Oui, Bonne deuxième mi-temps. Je vais juste te mettre un petit scud sur Twitter et je vous retrouve à la fin du match.